Instant découverte qui feront vraiment plaisir à nos petits cœurs. Donc on va dire pour notre invité d'aujourd'hui, c'est un rêve devenu réalité, une académie de création et d'éveil au Burkina Faso. C'est un nom qui se fait lire vraiment dans la presse burkinabé, surtout sur le plan technologie, nouvelles technologies et ailleurs également. Un nom qui fait aussi couler des encres dans certains domaines dont on va passer aujourd'hui. Ça, je pense que ce sera pour le tribunal de l'actualité, c'est bien ça, voilà. Mais aujourd'hui, nous irons simplement à la découverte d'une académie. Donc, c'est simplement l'académie très très spéciale de Monsieur Sanfo Younoussa. Bonjour Monsieur Sanfo et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Un plaisir, en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation dans vraiment cette rubrique découverte. On a entendu parler dans la presse de l'Académie de création d'éveil et on s'est dit qu'est-ce que c'est? Les petits cœurs également se posent des questions. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, avec vous, nous allons rentrer dans les détails afin d'apporter toutes les réponses à nos petits cœurs. Mais déjà, pourquoi la création de cette académie? Merci de m'avoir invité. L'Académie de création et d'éveil scientifique a pour but de mettre très tôt les enfants en contact avec la technologie. Pourquoi? Parce que nous, les parents, nous sommes plus des consommateurs de la technologie que des concepteurs. Il est rare que nous proposons quelque chose comme solution sur le plan technologique. Là, à partir de 7 ans, nous allons mettre les enfants en contact avec la technologie. On va leur expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et le leur laisser entre les mains en les guidant. Nous l'avons fait pendant les vacances 2018-2019 au laboratoire. Nous avons reçu des enfants et nous leur avons mis entre les mains des drones et des robots. Dans un premier temps, on leur a expliqué comment fonctionne un drone, comment fonctionne un robot et on les a laissés faire. Et vous serez très surpris de voir ce que les enfants de 7 ans font avec un drone ou un robot après 10 jours de formation. Wow, après 10 jours de formation, je crois qu'on va revenir là-dessus. Juste le temps d'avancer un peu. Donc, c'est vrai que la création de cette académie, quel sera vraiment son apport surtout sur le plan académique au Burkina Faso? Notre souhait, c'est que les autorités de l'enseignement au Burkina intègrent la programmation informatique des objets connectés à partir de 7 ans à l'école, dès le primaire. Les objets connectés vont nous envahir presque. Ça a déjà commencé, on ne le sent pas trop, mais dans quelques années, tout sera connecté. Votre voiture sera connectée, votre montre sera connectée, votre porte sera connectée. Tout sera quasiment connecté et quand ces enfants vont grandir, si on y prend garde très tôt, eh bien, ils seront perdus dans leur propre monde. C'est pour éviter cela que nous pensons qu'il est nécessaire de mettre les enfants très tôt en contact avec cette technologie-là, en leur expliquant comment cela fonctionne. Et quand ils auront compris le fonctionnement de ces objets connectés, ils seront eux-mêmes des concepteurs au lieu d'être comme nous, les parents, des consommateurs. Raoul. D'accord. Et en tout cas, une fois encore, félicitations, parce que le domaine de la robotique, de la technologie en général me passionne. Et voir un tel établissement aujourd'hui sortir de nulle part pour accompagner mes petits frères, je pense que on ne peut... toi-même. Et m'accompagner moi-même, bien évidemment. Et m'accompagner moi-même, je ne peux que louer ça. Mais maintenant, j'aimerais savoir, et la formation, vous avez donné des formations pendant les vacances passées. Mais est-ce qu'il n'y a pas de formation en continu? C'est-à-dire des formations sur 6 mois ou sur 7 mois, où vous prenez l'enfant, on le spécialise dans un domaine bien déterminé, où l'enfant va évoluer. Et là, on est sûr que demain, le petit, il peut nous sortir quelque chose de grand dans un domaine bien précis. Oui, vous avez raison. Effectivement, on a pensé à cela, mais pas pour les enfants qui ont 7, 8, 9 ans. On l'a pensé plutôt pour leurs grands frères. C'est-à-dire moi. C'est-à-dire vous, par exemple. En fait, une personne
qui a le niveau BEPC et qui sait quoi faire de ses 10 doigts peut apprendre un nouveau métier dans le domaine de la robotique. Nos futures usines seront robotisées à 80%. Il y aura des humains, bien sûr, mais la plupart des tâches répétitives se feront par des robots. Il faut qu'on prépare des gens justement à gérer cette machinerie qui va débarquer coûte que coûte. On est obligé de passer par là. L'industrialisation maintenant, c'est beaucoup de robotique et d'informatique, et on pourrait effectivement, c'est ce que nous envisageons, donner des formations à des jeunes qui veulent en faire leur métier. Mais quand on commence dès le bas âge, lorsqu'ils vont grandir, ils seront beaucoup plus à l'aise que celui qui commence à 20 ans, par exemple. Ah ouais, d'accord. Et là, on a parlé des formations, et pour la 5e édition, on aura l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais savoir, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui la rend très éloignée de l'intelligence humaine? Et quelles sont peut-être les méthodes d'apprentissage de votre côté pour la 5e édition? Okay. Heureusement pour nous que l'intelligence artificielle des machines est encore éloignée de l'intelligence humaine. Nous avons des capacités que nous ne mesurons pas. Je prends un exemple. Si vous voulez qu'un véhicule reconnaisse un panneau de stop, vous allez lui montrer des panneaux de stop. Mais admettons qu'un enfant vienne avec un crayon barrer le P. Eh bien, la machine ne va plus reconnaître le panneau de stop, alors qu'un humain va reconnaître le panneau de stop. Ouais. S'il y a quelqu'un qui est arrêté devant le panneau de stop et qui cache une partie du panneau, l'humain sait toujours que c'est un panneau de stop, alors que la machine aura du mal. Sauf si on lui introduit un autre type d'intelligence qui lui permet de comparer ce qu'il sait déjà faire à autre chose qui n'a rien à voir avec un panneau de stop. La machine pourra alors comprendre qu'un objet peut être caché et il pourra peut-être essayer de deviner ce qu'il y a derrière. Mais ça n'atteindra jamais la capacité de l'humain. C'est pour ça que ces machines, c'est bien beau de les rendre intelligents, mais l'intelligence humaine sera toujours utile et indispensable pour le bon fonctionnement. Quant à l'application de cette intelligence artificielle aux formations que nous donnons aux enfants, eh bien, elle est déjà assez avancée. Pour reconnaître les objets, on apprend à la machine, on présente ces objets à la machine. Je prends le cas d'un chat. Vous voulez que la machine reconnaisse un chat. Vous lui montrez près de 1000 à 2000 chats différents. Il va enregistrer. Ensuite, vous lui montrez les chiens. Ensuite, vous lui montrez les chevaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous lui montrez un de ces animaux-là, il va les reconnaître par apprentissage. Il y a encore d'autres formes d'apprentissage qui feront qu'il va reconnaître un animal qu'on ne lui a pas encore présenté, parce qu'il va aller chercher des informations qui sont stockées dans des data centers, dans des serveurs éloignés, et il pourra, par corrélation, ressortir une information qu'il ne connaissait pas auparavant. Et c'est déjà là. Votre téléphone intègre de l'intelligence artificielle. Si vous voulez, vous pourrez l'essayer après l'émission. Vous demandez à votre téléphone quel temps il fait et il va vous répondre. À Ouagadougou, il fait tel temps, et si vous lui demandez quel temps il fait à New York, il vous dira à New York il fait tel temps. C'est déjà intégré dans les téléphones. Sauf que, bon, parfois, on ne va pas les chercher. On ne va pas les chercher, ça c'est vrai, j'allais dire, il faudrait qu'on ait une petite séance après l'émission. Alors, nous allons poursuivre, et cette fois-ci, nous allons aller avec quand même de l'illustration pour essayer de faire comprendre tout ce dont on parle maintenant, et c'est avec la régie. Voilà, là on voit les enfants pendant les vacances en train de programmer. Avant de programmer la machine, on va la démonter, on va
voir tous les composants de la machine. Et ça, c'est la partie programmation, où on va dire à la machine ce qu'on attend d'elle. Là, cette jeune fille est en train de programmer un drone. D'accord. Voilà, et voilà, en fait, elle a programmé le drone pour que le drone vienne atterrir dans sa main. Et c'est ce qu'on vient de voir. Okay. Et cet enfant est en train d'utiliser un simulateur de vol pour se familiariser avec les manettes avant. Et là, les enfants, pendant les vacances, ils ont fait ce jeu-là. Un jeu classique où, voilà, on essaie de faire rebondir un ballon. Là, le jeu, il n'est pas top. Il y a encore des erreurs parce que je vois que le ballon rebondit même quand il n'est pas touché. Et c'est en utilisant un langage simple par bloc pour les enfants. Derrière, ça va générer un code assez sophistiqué, mais les enfants utilisent juste des blocs et ils vont le faire. Et là, ce programme-là, c'est un programme qui va piloter un robot pour demander au robot de suivre une ligne ou alors de pouvoir se sortir d'un labyrinthe en utilisant justement l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est un robot qui arrive à monter les escaliers, donc il va détecter que c'est un escalier et il doit se débrouiller pour monter l'escalier sans tomber. Voilà. D'accord. Ça continue, donc une fois que le programme est fait, on l'envoie à la machine. Et donc toutes les informations sont données aux enfants pour qu'ils puissent assimiler cela et faire la programmation. Ah oui, et je vous dis, en 10 jours, les enfants font des choses incroyables. Mais maintenant, le langage de programmation, comment est-ce que vous arrivez à le véhicule, excuse-moi Raoul, là c'est... Voilà, ça, ce robot a été programmé pour pouvoir suivre la ligne. Parce qu'en dessous, il y a des capteurs. Vous voyez les deux LED qui sont allumés en dessous. Oui. Eh bien, ce sont ces deux LED qui permettent au véhicule de reconnaître qu'il est sur la ligne. Donc, quand il va à droite, un peu trop à droite, il le sait. Voilà, là, c'est autre chose. Là, il utilise un détecteur d'obstacles pour pouvoir reculer, avancer. Et là, le but, c'est qu'il doit sortir de ce labyrinthe-là. Voilà, il doit sortir de ce labyrinthe. D'accord. Et là, ça veut dire que c'est la voiture a été programmée, montée, tout. C'est ça. Ça vient totalement dépiécé et c'est vous qui remontez avec la programmation qu'il faut. C'est ça. Ce sont les enfants qui montent le véhicule. Effectivement, ils vont passer un peu de temps pour connaître comment fonctionnent les moteurs, à quel endroit il faut mettre le moteur. Et parfois, il y a plusieurs moteurs. Il y a le moteur droit, le moteur gauche. Et ils vont apprendre tout ça. Ils vont les connecter. Et une fois que ça fonctionne, ils vont maintenant programmer. Donc, le même véhicule peut être programmé plusieurs fois pour qu'il fasse des tâches différentes. Et demain, votre voiture que vous allez utiliser, eh bien, elle sera programmée à peu près de la même façon. C'est-à-dire que le véhicule, ça sera un ordinateur avec un habillage derrière ou tout autour pour le faire fonctionner. Ça sera carrément un ordinateur. Déjà, ça commence, hein, les garagistes, ils ont des machines pour aller lire les informations de l'ordinateur de bord du véhicule pour pouvoir le réparer. Et le garagiste qui n'a pas cela, il a du mal aujourd'hui parce que les nouveaux véhicules intègrent tous un logiciel qui est programmable. D'accord, oui. Raoul? Oui, bon, je voulais dire, c'est une nouvelle forme d'éducation que vous voulez donner aux enfants. Et Dieu seul sait par quelle voie il faut passer pour que ce soit simple et compréhensible par les enfants. Parce que moi, je me rappelle quand on nous donnait des cours de langage et algorithme à l'école, c'était pas facile pour nous même. On avait déjà 18 ans, mais c'était pas facile. Voilà, j'aimerais savoir c'est quoi la difficulté réelle que vous rencontrez avec ces enfants-là. En fait, c'est la même difficulté que les enseignants de mathématiques ont pour faire passer les maths à l'école. Et en fait, cet enseignement va favoriser l'enseignement des sciences, les maths, la physique et tout ça. En fait, notre cerveau, le cerveau de l'enfant, mais le cerveau de l'adulte aussi, a besoin d'images pour pouvoir se rappeler de quelque chose. En fait, les matheux, ceux qui sont bons en maths, leur secret, c'est qu'eux-mêmes, ils génèrent des images que le prof n'a pas fournies pour pouvoir se rappeler des formules de mathématiques. Bon, quand je dis leur secret, parfois ils n'en sont pas conscients.
mais c'est ce que leur cerveau fait. Il y en a qui en sont conscients. À chaque fois qu'on leur parle de quelque chose, ils fabriquent une image qu'ils collent à cela. Alors que l'enseignement que nous donnons, mais il n'y a que des images. Par exemple, un prof qui veut donner des cours à un enfant de 7 ans pour lui apprendre ce que c'est que le carré. Bon, il peut faire comme le prof à l'ancienne qui va dire aujourd'hui je vais vous parler du carré. Le carré, c'est une figure géométrique qui a la particularité d'avoir 4 côtés égaux et 4 angles droits. Ok? Sauf que l'enfant, il a oublié cela 5 minutes plus tard. Oui. Aujourd'hui, si le prof de maths sort un drone et lui dit je vais vous apprendre à dessiner un carré, il le fait faire par le drone. L'enfant a des images. Il ne va pas oublier cette formule qui consiste à savoir différencier un carré et d'un rectangle. C'est ça. Ah ouais? Nous avons parlé des enfants qui sont un peu plus faciles avec les maths, par exemple, mais il y a d'autres qui sont carrément, on va dire peut-être que 0 sur 0 en maths, mais qui sont intéressés par cette programmation. Comment vous faites avec ces enfants et est-ce qu'ils peuvent intégrer, par exemple, les formations? En fait, personne n'est 0 en maths. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé le déclic pour qu'on s'y intéresse et qu'on comprenne les mathématiques. Donc, l'enseignement des mathématiques aux enfants en utilisant quelque chose qui les intéresse, c'est-à-dire le jeu, leur permet d'assimiler les maths. On ne dira pas à l'enfant qu'il fait des maths. On va dire à l'enfant qu'il fait autre chose. Il fait de la robotique, il fait de l'informatique et il joue. On lui dira même qu'il joue. Et effectivement, il va jouer, sauf que il fait des mathématiques dont il va se rappeler, qu'il ne va pas oublier. Parce que petit à petit, lorsqu'il sera en 4e ou en 3e, ça sera beaucoup plus concret. Et c'est vrai que ça va rester ludique, mais ça sera très concret. Et ce qui fait que l'enfant va s'attacher à cela, c'est parce qu'il voit les résultats au fur et à mesure qu'il avance. Quoi de plus valorisant que d'essayer d'avoir un projet, de le réaliser et de montrer concrètement qu'il fonctionne. Lorsqu'on fournit cela à l'enfant, eh bien, il devient bon en mathématiques et en sciences en général. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en dis? Formidable. Alors là, on parle de passer de consommateur à concepteur. Exact. Nous savons très bien que avec certaines machines, on se retrouve avec des systèmes qui utilisent trop de ressources. Quand on prend le Burkina Faso, c'est un peu difficile déjà quand on se retrouve en mois d'avril, de mars et tout. Et comment on peut y arriver? Est-ce qu'on va retrouver également aussi, pourquoi pas ce qu'il faut, la base, la matière première pour passer de consommateur à concepteur au Burkina Faso? Alors là, vous venez de toucher du doigt, c'est-à-dire les objectifs de cette formation. Nous voulons, en gros, générer des concepteurs. Le concepteur va observer et apporter des solutions, plus conserver. Vous dites que nous avons des problèmes de ressources. Eh bien, on va trouver une solution. C'est-à-dire, si on a du mal avec le courant classique, il y a le solaire. Et puis, il y a d'autres énergies beaucoup plus simples que l'utilisation du pétrole pour fabriquer de l'énergie. Les concepteurs vont d'abord apprendre comment tout cela fonctionne et vont proposer des solutions dans leur propre environnement. Regardez un truc très simple. Tous les ans, on a l'harmattan, à un moment donné. Et tous les ans, on voit des gens à moto qui portent un cache-nez. Et bien, ce cache-nez, ce sont des Chinois qui l'ont fabriqué. C'est exact. Pourquoi nous n'avons pas trouvé cette solution? Très simple. Aujourd'hui, nos tailleurs fabriquent ça, mais ils copient. Évidemment. Ça n'a pas été conçu par nous. C'est pour cela qu'il faut que l'enfant, à partir de 7 ans, ait l'esprit créatif et justement l'envie de concevoir et de proposer des solutions. Je pense que ça pourra nous aider à avancer mieux si nous sommes aussi concepteurs que de simples consommateurs. Justement, donc un futur, quelle est justement cette vision pour la vision future pour ce projet? Et on sait aussi que c'était en septembre dernier que vous avez reçu la visite du ministre de l'enseignement, de l'alphabétisation. Et donc, qu'en est-il sorti justement de cette visite? Le ministre Waro, le ministre des enseignements, c'est un mathématicien.
Okay. Et en 2 minutes, il a compris, il a tout compris. Et il a dit, je veux cet enseignement dans tous les lycées scientifiques du Burkina Faso à partir de cette rentrée 2019-2020. Et il y tient. Il a déjà envoyé des enseignants s'inspirer dans d'autres pays et il nous a demandé de lui faire une proposition afin que cela soit une réalité, que dans les lycées scientifiques, on commence cet enseignement prioritairement. Mais ensuite, je pense qu'il est aussi intéressé à ce que dès l'école primaire, cet enseignement soit une réalité. C'est vrai que ça doit demander beaucoup, une mise à jour des enseignants, et des formations d'enseignants. Et vous sentez-vous capable de pouvoir gérer tout cela, avoir toutes les personnes autour de vous pour pouvoir accompagner justement ce besoin donné par monsieur le ministre? Ah oui, bien sûr. Déjà, nous avons commencé à initier des conventions avec des écoles. Il y a une école qui s'appelle ISGE. C'est une école qui n'est pas très connue, mais qui fait des merveilles. L'ISGE, c'est incroyable. Si vous voyez les étudiants de l'ISGE, ce qu'ils sont capables de faire dès la 2e ou la 3e année, mais vous allez totalement halluciner. Eh bien, on a rencontré cette école, et ce sont ces jeunes-là à qui nous allons faire un transfert de compétences parce qu'ils ont déjà le background nécessaire pour bien assimiler assez rapidement. Et en 2 mois, eux, avec une formation de 2 mois, ils sont capables de donner des cours dans des écoles. Donc la convention, le but de la convention, c'est que l'étudiant, en dehors de ses études, puisse faire autre chose à côté. C'est toujours dans le cadre de son apprentissage. Bon, et puis ensuite, il se fait quand même des frais d'essence mensuels. C'est sûr. Donc vraiment une initiative surréaliste, mais qui se réalise petit à petit, on va le dire ainsi. Et on va vous demander votre dernier mot, justement, à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, justement, sur ce grand rêve de l'Académie de création et d'éveil. Non, ce que nous souhaitons pour les parents, c'est qu'ils fassent davantage confiance aux enfants. L'enfant qui, chez vous, sans que vous ne sachiez comment, a décodé votre téléphone et l'a utilisé, eh bien, cette intelligence-là, il faut la canaliser et justement faire de cet enfant un futur créateur. Parce que s'il a réussi à décoder votre téléphone, ce n'est pas un hasard. D'accord. Une question pour finir, monsieur Sanfo. Ce fonctionnement, ce système pourrait-il être utile également plus tard pour la sécurité de notre pays? Oui, je pense, oui. Ça peut être très utile. Si vous avez regardé dans les images, il y avait un petit robot à chenilles qui montait des escaliers. Eh bien, il a une caméra embarquée. Je vous laisse deviner ce que ça peut, ce que ça peut produire. Ce que ça peut produire. Wow. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Sanfo, d'être passé sur le plateau du MAC 12. Vraiment, est-ce qu'on pourrait avoir un numéro de téléphone? Parce que c'est sûr qu'il y a des parents qui pourraient être intéressés pour leurs enfants. Oui.